l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont, avec aujourd'hui Christophe Buron, Manu Caillot et Vincent Balmis, dont c'est la première apparition dans ce podcast. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Et bienvenue à Vincent. Alors, la question du jour, le discours du staff de l'ASM passe-t-il encore auprès des joueurs? Un rapide tour de table, Christophe. Oui ou non, il faut dire. Je pense qu'il passe encore, mais Tu peux modérer aussi. Ouais, ça va être un peu modéré. Je pense pas qu'il y ait une cassure, une fracture nette, mais il y a peut-être des choses à revoir dans la manière de manager chez Franck Azema, dans la manière de peut-être de coacher, de prendre des décisions, de faire passer les messages. En effet, oui. Vincent. J'ai envie de dire que oui également, avec une petite réserve aussi. Manu. Oui, moi c'est pareil. C'est plus, j'ai plus de doutes au niveau des relais qu'ils pourraient trouver sur le terrain, des Donc cadres qui terrain, sont pas forcément au rendez-vous. On va se rejoindre alors. Alors on peut légitimement se poser la question, donc après les propos de Franck Azema à l'issue de la défaite de l'ASM hier à Toulon, une grosse défaite. Tu y étais, Christophe, là-bas sur place. L'entraîneur clermontois a clairement dit qu'il se posait des questions. C'est clair que de l'agacement, de la frustration, tout ça, il l'a déjà vécu. Franck Azema, il l'a déjà exprimé après des matchs où c'était très décevant en termes de contenu, en termes de résultats et de performance. Mais pas à ce point-là. Ah ben là, c'est la première fois où... Alors, ça t'a surpris un peu ou pas? Un petit peu, oui. Ça a été une phrase qui a été lâchée sur la fin de son intervention hier en conférence, où il dit est-ce qu'on m'entend bien, quoi. Donc ça veut clairement dire est-ce que mon discours passe encore, est-il passé? Moi j'ai l'impression qu'il est peut-être face à une petite lassitude par rapport à ce qu'il doit rabâcher visiblement toutes les semaines, parce que c'est une équipe qui se singularise cette saison par des entames ratées, par des manques d'engagement et d'implication assez récurrents. Et donc il doit être obligé un peu de remettre le couvert chaque semaine, et peut-être que ça finit par glisser un petit peu. Et il faut reconnaître qu'hormis sur les 2 matchs de Coupe d'Europe et à de rares exceptions sur le top 14, cette équipe a eu du mal à monter le curseur de l'agressivité et de la combativité. Manu, on a même vu Franck Azema dire une telle attitude m'agace. Ça aussi, c'est fort. Oui, alors je rejoins Christophe, effectivement. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Franck Azema sortir de tels propos. En plus, là, comme l'a dit Christophe, il l'a dit à la fin de l'interview des fois, quelque chose qu'on peut lâcher très tôt, on est à chaud. Quand on parle, là, ça faisait 3-4 minutes d'interview, je ne me rappelle plus. Mais donc, il a eu le temps peut-être de réfléchir à tout ça. À mon avis, ça a été réfléchi. Et je me demande, moi, si, pour qu'il le dise, effectivement, à mon avis, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Et je me demande s'il ne va pas se servir de ça comme un levier. Donc il veut faire passer un message. Je pense qu'en disant ça, il a voulu faire passer un message. Et selon moi, la réception de Castres va être importante justement là-dessus pour voir la réaction. Ce sera dimanche des au joueurs, Michelin. ou pas. S'il n'y a pas de réaction dimanche, là par contre peut-être qu'on pourra avoir des doutes après et sur le discours du staff. Vincent, ton regard sur ces réactions du coach? Ouais, c'est une sortie un petit peu, pas surprenante, mais certes, clairement, a loupé son match hier soir. Mais il a encore raté l'entame de match. Effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent, mais il y avait quand même, avant ce match-là, il n'y avait pas le feu au lac non plus. Clairement, resté sur 2 victoires en Coupe d'Europe, une dernière en plus avec la manière contre Basse. Donc, il y a un petit côté étonnant avec cette sortie. Ouais. C'est peut-être que les faits ne suivent pas les paroles par rapport à ce qu'on entend dans la semaine. Là, ça avait été clairement dit, on veut conserver la dynamique, il y a un esprit à conserver. Et il y a eu du turnover. Alors ça n'a pas été une impasse. Je crois que l'impasse elle a été faite à Bordeaux, on s'en souvient, avec une équipe totalement... Oui, alors que là, il y avait une belle équipe. Bon, Morgane Parra n'était pas là, mais... Il y a quand même eu beaucoup de changements. Il y a quand même beaucoup de joueurs au repos. Fritzi, Timani, Lapandri, Parra, Toeava... Oui, mais l'équipe avait de la gueule quand même. Mais ça restait quand même correct sur le papier. Même si en 3e ligne, c'était quand même un peu... c'était quand même très néophyte. Il n'y avait que le 3e ligne, à mon sens, parce qu'après le reste... Voilà, mais donc tout ça pour dire qu'on a l'impression que ça n'a pas été trop assumé, parce qu'ils nous auraient dit bon, on y va pour faire front, machin, essayer de prendre un point, on aurait compris. Comme tu as dit, il n'y a pas le feu à la maison en termes de points comptables, de situation. Et là, on a l'impression de tomber d'eau, parce que même si on pouvait se douter que ça allait être compliqué, mais voilà, le contenu n'a vraiment pas correspondu à ce qu'on
à ce qui avait été annoncé. Ce qui agace le plus Franck Azema, et je me mets à sa place, c'est de s'apercevoir, il y a eu certes du turnover, donc il pouvait s'attendre à ce que des joueurs qu'on a peut-être un peu moins vus ces dernières semaines, notamment sur la double confrontation face à Basse, se révèlent, répondent. Et rien. Et je pense que ce qui l'a surtout agacé, c'est qu'on s'aperçoit que quand les cadres sont pas là, quand les Morgan Parra, quand les Fritzi ne sont pas là, j'en passe d'autres, il n'y a personne derrière pour prendre le relais. Je pense notamment Paul Gédrasiak, que j'ai encore trouvé, et que j'aime beaucoup, mais que je trouve encore hier, on est en droit d'attendre autre chose de lui. Surtout quand on lui confie les rênes, il était capitaine. On peut s'attendre à ce que c'est un joueur dans le combat, et hier, il a été absent et encore très très décevant hier, j'ai trouvé. Alors c'est vrai que pour venir à ce match, devant ça a été vraiment très très décevant. Et puis pas mal géré aussi mal manœuvré derrière en plus par une charnière, notamment Greg Ledlow là, j'ai trouvé vraiment à côté de ses crampons. Pas plus mal débuté pour eux. Ledlow, premier ballon avec une touche non trouvée, et Clermont qui prend le feu derrière, et puis Camille Lopez. Et Camille Lopez qui fait cette passe en tournant le doigt à la défense, comme il a la fâcheuse habitude parfois. Donc tu vois pas qu'il monte en pointe, et là il s'est fait piéger quoi. Mais alors est-ce que Franck Azema est touché par on peut dire un phénomène d'usure, parce qu'il est là depuis 2010? Alors, il n'était pas coach principal en 2010, il l'a été en 2014. Je pense pas qu'il ait un phénomène d'usure, je crois. C'est plutôt son discours, alors peut-être. Non, c'est peut-être un message qu'il a fait passer. En effet, c'est Manu qui l'évoquait, mais j'allais y venir après. C'est qu'il a peut-être voulu faire passer quelque chose avant ce match qui du coup va être capital contre Castres, parce que là c'est oui, mais je pense qu'il attend aussi davantage de constance, dans le sens où on en a parlé dans ce podcast, on dit souvent que l'ASM en ce moment c'est plutôt une équipe à réaction, donc on peut s'attendre à une réaction face à Castres, mais il faudra se poser la question ensuite. Tout à fait, ça va pas régler le problème. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle panne d'implication et d'engagement au Racing en suivant. Tout peut arriver. Mais après, ce que je disais du coup en ouverture tout à l'heure, c'est l'absence de cadre après sur le terrain. On s'aperçoit que lorsque Morgan Parra ou Fritz Lee ne sont pas sur le terrain, quel joueur derrière peut sonner la révolte? Alors il y a Sébastien Vamaina qui fait son retour hier, qui pourra peut-être amener quelque chose, mais c'est pas sa qualité première. C'est pas. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. D'assez discret. Non, mais par exemple, par contre, il peut montrer des choses. Par exemple, il y a la Penderie aussi. Oui, mais le contexte fait que bon. Parce qu'après, hier, on n'a pas senti, il n'y avait personne sur le terrain pour pousser une bonne gueulante, une bonne braillante, pour remobiliser tout le monde. Un joueur qui peut servir de relais entre le staff et puis l'équipe. Mais alors, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que disait tout à l'heure Vincent, effectivement, il n'y a pas le feu au lac, mais la défaite subie à Toulon a quand même des conséquences sur le classement de l'ASM, qui est désormais 7e du top 14, à égalité avec le CA Brive. Tu connais Manu, et à 5 points du 3e Toulon et à 2 points du 12e Pau. Et comme le dit Franck Azema, on n'a pas de marge, on a quand même des points à rattraper. Il n'y a pas de marge, mais si bat Castres et que Toulon perd à Toulouse, c'est le yo-yo, quoi. Ça revient dans l'autre sens et on revient à hauteur. Enfin, clairement, on revient à hauteur de Toulon, quoi. Donc d'une journée à l'autre, c'est extrêmement serré. On peut gagner. C'est extrêmement serré. Par contre, où il a raison, c'est qu'il n'y a pas de marge, c'est-à-dire que le moindre faux pas peut être fatal. Notamment à la maison. Ce qui peut être fatal, c'est une défaite à domicile. Bien sûr. Voilà. Et je pense que là, il va falloir se méfier, parce que Castres s'est enclenché une petite dynamique avec ce match bien maîtrisé contre le leader lyonnais. Puis Castres aime bien ses matchs à Clermont. Castres aime bien les matchs à Clermont. Et puis avant la trêve internationale et le début du tournoi, ils vont recevoir un stade français qui va arriver comme des chiens, qui vont vouloir entamer leur remontada. Ils ont déjà attaqué contre Pau. Ils vont être pénibles peut-être à jouer. Donc méfiance. Eh bien, on suivra ça. Nous allons clore ce débat, messieurs, nous intéresser maintenant à l'info du jour. Alors, selon nos confrères de Canal+, Morgan Parra va rester à Clermont jusqu'à la fin de son contrat. Eric Bailly l'a annoncé hier à la mi-temps du match sur Canal. On se souvient que le 5 novembre dernier, dans les colonnes de la montagne, Christophe, tu as annoncé le possible départ de Morgan Parra. Finalement, il est parti pour rester. Tu as des infos par rapport à ça? On avait une deadline. Alors, c'était quoi? La deadline, elle était sur la fin de l'année. Fin décembre, on y est pratiquement. Le président voulait que ça soit un peu plus tôt, ça s'est pas fait. Mais chaque jour qui passait créditer la thèse du fait que Morgan Parra reste à Clermont, c'est pas une surprise. C'est ce qui se profile, bien évidemment. Tu n'y as jamais cru à son départ? Au début, si, ça aurait pu se faire, mais bon, après, pour quelle raison ça s'est pas fait ou que ça ne se fera pas,
Je ne sais pas, mais c'est pas une surprise. Et donc du coup, on peut s'attendre au départ donc de Greg Ledlow. Ça, c'est pratiquement je pense acté. que Si Morgan Parra reste, tout à fait, on est d'accord. Ce qui serait pas une mauvaise nouvelle quand on parlait tout à l'heure des cadres justement. Oui. De voir Morgan Parra rester, ça peut être une bonne chose pour l'avenir. Ça peut servir. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Ton top, Christophe, s'il te plaît. Mon top, c'est le champion du monde que j'ai vu débuter hier en top 14 avec le RC Toulon. Le grand, là, celui qui fait 2m03 Eben Estebets, qui vraiment a... je pense qu'en l'espace de je sais pas combien il a joué, 60 minutes, il a expliqué qui il était, il a montré que tout le monde ne s'était pas trompé, et puis il a démontré que c'était un grand joueur. Oui, il se sent bien déjà dans cette équipe alors qu'il a joué 2 matchs de challenge, après, c'est ça on va attendre un petit peu voir sur la durée ce qu'il apporte en termes de leadership et tout. Ce qui serait peut-être le plus dur pour lui. Je ne sais pas si c'est un extraverti, s'il prend la parole, s'il va parler à l'oreille de ses partenaires, mais en termes de prestations dans le combat et dans tout, là par contre il a répondu présent d'entrée. Vincent, ton top s'il te plaît. Pour ma première, je vais la jouer un petit peu chauvin, du Stade Aurillacois. Ah bon? Quand Alliance c'est un autre, c'est terrible. Pourquoi ils ont gagné? Quand Jeff n'est pas là, c'est... Exactement. Non, ils n'ont pas gagné. Ils ont quand même ramené un... Non, mais on est au top, pas au flop. Ils ont quand même ramené un point de bonus défensif important de Nevers, ce qui n'était pas gagné à la mi-temps. Ils étaient menés 14-0. Non, et c'est surtout la dynamique sur laquelle ils sont. Les 3 derniers matchs, ils ont ramené des points de leurs 3 derniers matchs. À Carcassonne aussi, c'était mal engagé. La semaine d'avant, ils ont gagné contre le leader, le leader de l'époque, Oyonnax. La semaine, donc ce week-end, Nevers. Disons que la dynamique est un peu plus favorable qu'il y a quelques semaines. Et, ils ont rallumé la lumière, quoi. Ils ont un petit peu rallumé la lumière. Ça sent bon les playoffs. Non, on n'est pas encore là. Mais non, je rigole. avant une réception de Grenoble, un déplacement à Perpignan et une autre réception importante de Rouen. Le menu est copieux. Parce que c'est contre Rouen que le championnat se situe. C'est plutôt... Il va pas falloir faire d'abus pendant les fêtes. Hein. Voilà, c'était la page spéciale Stade Aurillacois. Manu, ton top. Christophe parlait de Toulon. Je vais rester sur le RCT. C'est le retour de Toulon au premier plan. J'espère, en tout cas on a besoin pour ce championnat d'un grand Toulon, et l'arrivée d'Edzebet va peut-être justement changer les choses, va impulser quelque chose du côté de nos amis varois qui ont connu 2 saisons compliquées, et là voilà, pour l'instant c'est bien parti, il y a des choses intéressantes, il y a des bons jeunes. Mourad Boudjelal avait misé sur la formation, fait un axe fort de développement de son club, bientôt futur ex-club, et notamment Jean-Baptiste Gros, le pilier qui en a fait voir à Slimani. C'est de la formation toulonnaise, et voilà, il y a quelques jeunes, il y a Carbonel qui pousse à la porte, il y a peut-être une bonne génération du côté du RCT qui arrive là, donc des choses intéressantes à voir peut-être. C'est vrai que j'ai mis en exergue Etsebets, mais j'aurais pu mettre aussi les 2 piliers. J'ai cru comprendre à travers quelques petits gestes dans les couloirs après match que Patrice Colazo s'était bien occupé dans la préparation de ce match avec ses 2 piliers, Gros comme tu l'as dit, et Guigashvili, qui avait un peu subi quelques foudres, je crois, l'année dernière ici au Michelin. Donc il les a bien préparés. Visiblement, ils étaient très motivés pour ces mêlées et ils ne se sont pas trompés. Et ça a marché parce que Giga marquait un essai. Ton flop, Christophe? Alors mon flop, tu veux pas passer à quelqu'un d'autre parce que je l'ai perdu là. Tu l'as oublié. Je viens de faire 5 heures de route là. Attends, mon flop. Moi, c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt une triste nouvelle. C'est la disparition d'Ibrahim Diarra. C'est un joueur de Pau et de Castres notamment. Et on a salué sa mémoire sur tous les terrains ce week-end. Tout à fait, Bon, c'est une triste nouvelle, je le connaissais pas du tout, mais visiblement c'était quelqu'un de très apprécié dans le rugby français, donc c'est une triste nouvelle. Ouais. Manu. Ça y est, j'ai retrouvé mon flop. Et c'était dans la continuité de ce que je venais de dire par rapport au pilier. Ouais, mon flop, c'est bien évidemment la mêlée clermontoise que je n'avais pas vue à pareil. Soirée cauchemardesque. Ah oui, là, les 4 sanctions, un carton jaune, il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. Je pense que la dernière fois, je te coupe Christophe, c'était peut-être pour un ASM Toulouse au Michelin, où la mêlée clermontoise avait vraiment souffert il y a 2 ans ou 3 ans. C'était pas mal le match Aldeguerri face à Falgou. Le fameux match nul. Et je pense que c'est... Non, c'est pas de celui-ci que je parle, moi c'était l'année avant encore. Mais ils avaient quand même gagné.
Clermont. Toulouse avait gagné, je crois. Ah non, il y a très longtemps que Toulouse. Bah, écoutez, on plongera dans les archives. Non, Toulouse n'avait pas gagné ici parce que je crois que Toulouse, il y a très très longtemps qu'ils n'ont pas gagné ici. Clermont s'en était peut-être sorti, mais avait souffert mais les fermes. Donc moi, mon flop, c'est la mêlée clermontoise, bien évidemment, et notamment la première ligne qui a vraiment pas répondu présente sur ce match-là. Manu, tu gardes le micro pour ton flop. Ouais, c'est Monsieur Paul. J'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure, Paul Gédrasiak, que j'ai trouvé décevant hier. Je m'attendais à autre chose. En plus, c'est vrai qu'il avait le brassard. Je pensais qu'il allait vraiment profiter de ce match pour essayer de marquer des points, parce qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie des deux deuxièmes lignes titulaires aux yeux du staff. En plus, avec le retour de Sébastien Vamaina, et je pense qu'il a raté une belle occasion. Et c'est triste parce que depuis, il était titulaire, faut s'en souvenir, en finale en 2015, si je ne dis pas de bêtises, de finale du championnat de France, en deuxième ligne. Et depuis, il a reculé dans la hiérarchie. Il n'a jamais réussi à réenclencher cette dynamique. Et c'est dommage pour lui. Et il a laissé filer une belle occasion hier. C'est noté. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, donc place au quiz. Ça va être ton baptême, Vincent. Et pour fêter justement... Tu as fait une petite charade? Alors, non, pas de charade. Mais pour fêter ta première, je vous propose, messieurs, quelques petites énigmes autour du stade aurillacois. Je te remercie, Martial. Quelle déception du côté de Manu. Ça fait une pression quand même. Alors, on va commencer avec le jeu du parcours. Je vais vous citer donc des noms de clubs. Cela correspond à un joueur. À vous de le trouver. Alors, si je vous dis, il y a pas mal de clubs. Aurillac, Gaillac, Auch, Stade Français, Perpignan et pour finir Montpellier. C'est un joueur qui n'est plus en activité. Missoup. Non. Aurillac, Gaillac, Auch, Stade Français, Perpignan avec qui il a disputé la finale du championnat de France en 2010, perdu oui, c'est un face à l'ASM, et Montpellier, c'est Tchalé-Ouachou, Robin Tchalé-Ouachou qui est le président du syndicat national des joueurs de rugby. Bien joué, Vincent. Merci. Comment il gagne? Heureusement, voilà. Alors, le 7 janvier 2001, c'était il y a un petit bout de temps, Aurillac reçoit l'ASM en match de championnat. Alors, je pense que c'est la dernière confrontation officielle en championnat. Aurillac s'impose 33-28 devant 9000 spectateurs, selon l'excellent site des Cybervulcans. Alors, ce jour-là, tous les points du stade aurillacois ont été inscrits par un seul joueur. De qui s'agit-il? Pas Petit-Jean. Mercier, c'est tout à fait. Ludovic Mercier qui avait inscrit 10 pénalités et un drop. Il a porté les couleurs d'Aurillac durant 2 saisons avant de partir en Angleterre à Gloucester. C'est l'année où Aurillac finit champion d'Auvergne et du Limousin dans l'élite. Ils avaient gagné les 2 matchs contre Brive, les 2 matchs contre Clermont. Ouais. Ici, mais ils étaient descendus. Je crois. Oui, c'est vrai. La relégation au bout. Qui a écrit « Il faut l'aimer le rugby quand on y joue dans le Cantal, sur des terrains gelés avec des crampons d'un autre âge. Et quand venait le redoux, nous étions trempés pleins de boue. » Qui a écrit Magne? C'est Olivier Magne dans son livre « J'ai mal à mon rugby » aux éditions Solar. Il évoque bien sûr ses débuts à Aurillac. Allez, pour terminer, on va s'intéresser aux joueurs qui ont porté les couleurs des clubs d'Aurillac et de Clermont. Alors parmi les plus connus, j'en ai recensé 10. Alors les plus connus des spécialistes, ils ne sont pas tous connus, mais donc il faut... Combien pouvez-vous m'en citer? Alors pas de nom pour l'instant, juste un chiffre. On va commencer avec toi, Manu. Combien tu peux me citer de joueurs parmi les 10 que j'ai recensés? 2. Donc 2 joueurs qui ont porté les couleurs des 2 clubs. Vincent, est-ce que tu surenchéris ou pas? On en est à 2, est-ce que... 3 joueurs. Christophe? 5. Ah, 5, attention. Manu, tu laisses. Vincent, à 5, tu laisses la main à Christophe. Alors 5. Alors après, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas noté. Mais après, alors je dirais Fabrice Heyer, bien sûr. Fabrice Heyer, je l'ai, oui. Olivier Merle, oui, il a fini sa carrière. Ribérol. Je l'avais pas noté celui-là. Oui, quand même. Alors c'est vraiment là, oui. Capitaine dans les 2 clubs. Ouais, il exagère un peu. Donc ça fait 3. Sébastien Viars, bien sûr. Sébastien Viars, exact. 4. Il en manque donc 1. Olivier Magne. Sinon, il y a... Olivier Magne, tu l'avais déjà... Non, tu avais dit Olivier Merle. Donc Olivier Magne, c'est bon. Moi, j'avais... il y a Laurent Gunther. J'avais Thomas Domingo aussi. Daniel Codze, Adrien Fallière. Et puis, plus près de nous, Marc Palmier, Baptiste Hézard et Kevin Savea aussi.
D'accord. Bon c'est gagné. Non mais c'est Manu, Manu, hein, avec ouais, deux bonnes réponses. Sur le Bravo, stade de Manu. Riaco en plus. Sur le stade de Riaco. Voilà, ici Montferrand est maintenant terminé. Vous pouvez bien Désolé, évidemment Vincent. télécharger cet épisode sur les différentes plateformes. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs et à lundi prochain pour la dernière de l'année 2019. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne fête, à bientôt.